8h35, bonjour Gilles Kepel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Alors vous avez écrit Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident, c'était chez Plomb, qui a beaucoup fait réagir. Et dans la foulée, il y a le bouleversement du monde l'après 7 octobre, et c'est également chez Plomb. Je voudrais commencer avec ces images, Gilles Kepel, parce qu'elles nous interpellent ce matin, c'est en direct. C'est dans la bande de Gaza, probablement des centaines de milliers de personnes qui sont en train de regagner ce qui restera de leur quartier, de leur maison au nord. Vous le devinez aisément par le mouvement et la mer qui se trouve sur cette image. C'est un retour massif maintenant qu'Israël a ouvert le passage. Oui, c'est une sorte d'exode, véritablement. Le problème étant que les maisons où ils vont retourner sont complètement aplaties par les bombardements israéliens et qu'il va falloir s'engager dans une reconstruction considérable, tout en ne sachant pas si la guerre est réellement finie ou si elle va reprendre. Puisqu'on est dans la phase 1. Oui, tout à fait. Et puisque les négociations se produisent au compte-gouttes, d'une certaine manière, les libérations d'otages, vous l'avez vu, 4 ont été libérés ce week-end avec une mise en scène ahurissante où on faisait réciter aux soldats libérés des paroles en arabe dans leur voiture en disant qu'elles étaient heureuses d'avoir remercié leur geôlier, etc. Ce qui était quelque chose de tout à fait impressionnant dans la mise en scène et la manipulation. Et par ailleurs, on ne sait pas jusqu'où, effectivement, il va y avoir un cessez-le-feu qui dure ou au contraire une reprise des hostilités. Ce qui ouvre tout un champ des possibles, par exemple, aux déclarations de Donald Trump. Alors, il veut vider Gaza, en fait. Oui, c'est ça. Dit-il, justement faisant allusion au gravat, ce qui reste des habitations, en disant une partie en Égypte, une partie en Jordanie, de la population, et comme ça on vide Gaza. Voilà, en disant que c'est un site de démolition, mais que c'est, en anglais, « fantastic location » au bord de la mer. Alors, évidemment... Un endroit fantastique. Oui, c'est ça. C'est de l'agent immobilier, d'une certaine... Le promoteur immobilier qui parle, comme son envoyé spécial dans la région, Steve Witkoff, qui est également un promoteur new-yorkais, et pour lesquels, au fond, il faut tirer parti de l'opportunité d'être à côté des flots bleus. Mais ça fait l'impasse complètement sur l'existence d'une population palestinienne à Gaza, et d'ores et déjà, aussi bien l'Égypte que la Jordanie, qui pourtant sont dans une situation effectivement très complexe par rapport aux États-Unis, ont expliqué qu'il n'en était pas question, puisque ça se traduirait par une déstabilisation très profonde de ces deux pays. Mais alors, le fait que Donald Trump reprenne finalement ce qui a été très longtemps une proposition de l'extrême droite israélienne, on a déjà vu depuis le 7 octobre, oui. Pas seulement les ministres d'extrême droite de Netanyahou, évoquer clairement le fait que les Palestiniens de Gaza devaient partir. Bon. Le fait qu'il le reprenne à son compte, est-ce que c'est parce qu'il a aujourd'hui plus de moyens de faire pression sur l'Égypte, un allié, sur la Jordanie, un allié, pour parvenir à ses fins ? Il donne le sentiment d'être complètement désinhibé aujourd'hui. La question avec Donald Trump, c'est que les effets d'annonce se multiplient et puis juste après, il y a une reculade. Vous l'avez vu par exemple avec l'affaire de Colombie, où des avions ont été envoyés avec des migrants qu'on avait expulsés. La Colombie a refusé d'accueillir les avions sur le territoire. Trump a annoncé à ce moment-là qu'il y aurait 25% de hausse sur les tarifs douaniers, puis 50%. Et finalement, on est arrivé à un compromis. Donc j'ai l'impression que... C'est les Colombiens qui ont fait marche arrière, là. Hein. Oui, bien sûr. Mais... Ils ont cédé. Absolument. Mais donc on est arrivé... Si vous voulez, on arrive dans une situation où il est en train de lâcher des espèces de boules de feu, si vous voulez. Ouais. Ensuite, voilà. Ensuite, mais ma question, c'était plutôt à l'inverse. Est-ce que les Égyptiens et les Jordaniens ont la capacité de dire non à Trump ? C'est un enjeu énorme en termes de contrôle de leur propre pays. Si vous avez 1 million de Palestiniens qui arrivent au Sinaï, par exemple, ça signifie que l'Égypte n'est plus capable de contrôler le Sinaï. Le Sinaï a toujours été une région irrédentiste, avec des contrebandiers en grande quantité. Depuis les pharaons, ils n'arrivent pas à gérer le Sinaï. L'État islamique avait une province dans le Sinaï. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles l'Égypte a accepté ces tunnels de contrebande avec la bande de Gaza, qui ont fait passer toutes les marchandises, les armes, etc., parce que ça permettait aux contrebandiers du Sinaï de se nourrir
et ça a fait baisser la tension en attirant des flux financiers. Est-ce que l'extrême droite israélienne, dont c'est le fantasme absolu de vider Gaza, de vider la Cisjordanie, ne va pas s'engouffrer dans cette brèche ouverte par Trump pour essayer de pousser ce projet, le pousser jusqu'au bout, maintenant qu'ils ont décapité le Hezbollah, qu'ils ont abîmé le Hamas, et faire en sorte que cela advienne? Alors, en termes, si j'ose dire, fantasmatiques, oui. Mais encore faut-il le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faudrait envoyer les chars israéliens pour pousser la population dans le mouvement inverse de celui que vous venez de montrer, où les habitants sont en train de revenir dans leur maison vers le nord. Le problème qui se pose très concrètement, si j'ose dire, c'est la reconstruction. Oui. Qui va reconstruire? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas une façon, laisser le champ de ruines en l'état, Voilà. rationner l'alimentation, est-ce que c'est pas une façon de les chasser? Alors, c'est effectivement, on peut penser que c'est une idée de derrière d'un certain nombre de gens, mais c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, je pense. Mais alors, quand vous faisiez tout à l'heure allusion à la propagande, au moment de propagande, au moment de la libération des otages samedi dernier, on voit, c'est la deuxième libération, les figures du Hamas qui sont présentes. Qu'est-ce que ça dit du rapport de force politique dans la bande de Gaza au moment où on parle? C'est-à-dire qu'on a été surpris de voir le nombre de soldats du Hamas encore présents autour des otages. C'était le but de l'opération, justement, c'était de vous impressionner. Et il y a eu deux stades. La première libération, donc la veille de l'investiture de Trump, là, on a vu une masse de jeunes, un grand désordre, une masse de jeunes dont on ne savait pas quel âge ils avaient un bandeau noir, avec des mitraillettes, avec des kalachnikovs, le drapeau du Hamas partout. L'objectif étant de montrer à la communauté internationale israélienne que le Hamas restait là l'élément de force dans la bande de Gaza, et que toute perspective de le remplacer par l'OLP ou l'autorité palestinienne était sans importance. Cela étant, ça n'est pas parce qu'il y avait des milliers de jeunes, peut-être d'adolescents, je ne sais pas, qui manifestaient avec des mitraillettes, ça ne veut pas dire que le Hamas avait retrouvé ses capacités offensives. Tout le leadership a été détruit, les armes n'arrivent plus par les tunnels, il y a peut-être ces mitraillettes, mais il n'y a plus les armes significatives. Et à ma connaissance, le financement du Qatar, qui avait été organisé grâce à Netanyahou aussi, qui faisait financer Sinoir pour créer de la vie et du business à Gaza, et dans l'espoir qu'il n'attaque pas, ce qui s'est avéré complètement faux le 7 octobre, tout cela n'existe plus. Donc c'est de la communication essentiellement. Plus important a été la deuxième libération, où, j'en ai parlé tout à l'instant, les 4 otages ont dû réciter des choses en arabe, d'ailleurs qu'elles parlaient pas trop mal, j'ai trouvé, pour remercier leur libérateur, comme si le Hamas se présentait comme finalement une armée comme une autre. On faisait un échange de prisonniers. C'est pour ça qu'on les avait habillés en uniforme. On a écrit derrière elles, pendant qu'elle leur disait de dire bonjour à la foule et de remercier le Hamas, des slogans comme quoi le nazisme, le sionisme était un nazisme, ce qui nous fait penser justement à l'actualité du jour sur la commémoration des 80 ans d'Auschwitz, et en arabe expliquant que l'opération déluge d'Al-Aqsa était une victoire pour le Hamas. Monsieur Keppel, un dernier mot, parce que la situation à Gaza, vous nous l'expliquez très bien, est loin d'être réglée, très loin d'être réglée ce matin. Que faut-il penser de ce qui se passe au Liban? Tsahal a décapité le Hezbollah. Il y a un président, il y a un Premier ministre, des personnalités. Pas encore. Enfin, il y a Monsieur Salam, Nawaf Salam a été nommé, mais il n'a pas encore formé son gouvernement. Et ces personnalités-là sont des diplomates, sont des gens expérimentés, avec une connaissance des réseaux diplomatiques. Est-ce que c'est enfin un avenir pour le Liban, selon vous? Et je me permets, pardon, de compléter la question. C'est que les Israéliens et les Libanais viennent de prolonger l'accord qui permet précisément à Israël de rester au sud Liban pour que le Hezbollah puisse repartir de l'autre côté du Litanie. Apparemment, tout ne va pas si bien que ça. Jusqu'au 18 février, effectivement, il y a eu des tentatives de retour de Libanais chiites dans ces zones dont ils avaient été chassés, qui sont revenus un peu comme le Hamas qui se met en scène sur la bande de Gaza. Donc il y avait le drapeau jaune du Hezbollah sur toutes les voitures. Les Israéliens ont dit non, leur ont tiré dessus. Il y a eu, je crois, 22 morts à ma connaissance.
Et il y a eu un accord sous les auspices des États-Unis entre le Liban et Israël pour reporter le retrait au 18 février. Au passage, on note que la France, qui était le coparrain avec les États-Unis de cet accord, n'a pas été impliquée là-dedans. Les États-Unis l'ont fait en leur propre nom. Il y a eu simplement un échange entre le président Macron et Benjamin Netanyahou sur des sujets d'intérêt général intéressant le Liban. Donc on voit bien, il y a dans cette affaire aussi, avec le retour de Trump au pouvoir, puisque quand la France était coparrain, c'était à l'époque de Biden, Trump en profite pour pousser les Français dehors. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Je rappelle votre dernier ouvrage en date, Le bouleversement du monde, après 7 octobre. C'est chez Plomb.